Merci pour ce brillant exposé. Et voilà, donc il y a des questions qui continuent à tomber. Je vais vous les poser au fur et à mesure. Et voilà, il y a M. Cissé qui me les envoie. C'était vraiment très intéressant. Personnellement, comme à chaque fois que je vous écoute, j'ai beaucoup appris. Et je suis sûre que c'est la même chose pour tous les autres. La première question, c'est: considérez-vous que notre pays est actuellement qualifiable de laïque? Sinon, quelle voie pourrait y être? Ensuite, c'est M. Kouyaté Arafan qui pose la question. Est-ce qu'on peut qualifier la Guinée de pays laïque? Sinon, quelle voie pour qu'elle le devienne? Oui, Oui, on continue. Oui, vous pouvez répondre à celle-ci en attendant. Alors, j'ai tout de suite parlé de laïcité sans trop décrire le contexte, mais je réponds que la République de Guinée, au jour d'aujourd'hui, n'est pas du tout laïque. Elle n'est pas laïque parce qu'elle dicte à ceux qui ont été au pouvoir mondialement, à qui on a enlevé ce pouvoir d'État pour créer l'État-nation. C'était en 1826, si j'ai bonne mémoire, au mois d'octobre. La conférence de Westphalie, avant la conférence de Westphalie, c'était les catholiques qui étaient au pouvoir. Mais il y a eu tellement de guerres, près de 30 ans de guerre, rien que sur le religieux, que les États ont signé des traités, les traités appelés traités de Westphalie, au nord de l'Allemagne, qui ont recomposé les États et enlevé les États catholiques pour mettre les États-nations. C'est en ce moment que les États-nations sont nés. Vous voyez, ceux qui étaient au pouvoir veulent. Les gens sont choisis. Moi, j'ai assisté à des médiations entre les opposants et le pouvoir. C'était avant ce dernier régime. Et au moment même où les militaires étaient là. Mais honnêtement, c'était mené par des religieux, à la fois des chrétiens et des musulmans. Mais je suis resté sur ma faim parce que la vérité n'était pas dite. Pour qu'il y ait laïcité, il faut que l'État sache, qu'il a un devoir à faire, c'est le devoir d'État, vis-à-vis de tous et des religions. 2, qu'on donne de l'oxygène à ces religions pour faire ce qu'elles ne peuvent pas faire d'elles-mêmes et qui passe par un appui sérieux pour qu'il y ait, je sais qu'on a déjà assez de mosquées, mais pour qu'il y en ait plus et mieux, pour que l'éthique existe chez les imams et chez les prêtres qui font ce métier, qu'ils fassent cela et qu'ils ne soient plus contingents à des aumônes que l'État leur tendrait. Mais ce qui est donné sera donné aux religions. Dans ma plantation à Kourba, j'ai bâti une mosquée. Et je ne dirais pas toutes les mosquées dont les constructions ont exigé de moi. Pas exigé, j'ai bien voulu donner ce qu'il y avait à donner, depuis la forêt jusqu'en Basse-Guinée. Ça, c'est au nom de la foi. Donc, pour que l'État, qui n'est pas laïque du tout aujourd'hui, puisse l'être effectivement, il faut que l'État reste dans son rôle d'État et ne pas soumettre, comme cela se voit aussi dans certains endroits, soumis aux pressions irrésistibles parfois du pouvoir, que les religions restent
totalement indépendante, guidée par elle-même, et que les imams soient élus par elle et non désignés par l'État. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question suivante est posée par Mohamed qui demande quelle est la place des religions monothéistes et quelle est la place de nos pratiques ancestrales? Je crois que c'est bien ça la question, si j'ai bien compris. Bon, la place des religions monothéistes par rapport à nos religions ancestrales, il faut reconnaître, oui, on a eu des religions ancestrales qui étaient polythéistes, qui étaient aussi de l'idolâtrie, tout comme on l'a vécu dans beaucoup de parties du monde, y compris même à la Mecque, où il y avait 365 idoles, comme si ça s'était reparti entre les jours. 365, et la seule religion monothéiste alors représentée au sein de la Kaaba, qui a été construite bien avant l'islam, était la Sainte Vierge Marie. Mais tout le reste, c'était des idoles qui avaient des noms immaculés, et l'un des meilleurs écrits là-dessus, lisez-le si vous le pouvez, c'est du prophète Mohammed, écrit par Alphonse de Lamartine. Jamais je n'ai vu un écrit aussi pertinent, aussi beau, aussi, je dirais, qui surplombe tous les autres. Mais aussi, Victor Hugo a écrit sur le prophète. Et comment il a fait? Pendant que les autres construisent des empires, il a créé, n'est-ce pas, il a créé un État. Et aujourd'hui, les États islamiques existent, c'est vrai. Mais il avait, et ça c'est encore l'esprit qui guide l'homme, guidé par le bon Dieu. Après la prise de la Mecque, quand il est revenu à Médine, qui s'appelait avant Yathrib, comme vous le savez, ça n'a pris le nom de Médine qu'après l'arrivée du prophète pour la première fois, parce que n'oubliez pas, Médine a joué un rôle très important dans l'histoire de l'islam. Parce que la première réunion, quand l'islam était révélé, la toute première réunion secrète s'était faite en marge, n'est-ce pas, des ventes qui se faisaient. Et quand, après la prise de Médine, il s'est posé un problème. Après la prise de Makkah, il s'est posé un problème au prophète. Parce qu'il avait promis, à la première réunion où on a signé un serment entre lui et 7 des Médinois, enfin, des Yathribiens à l'époque, cet accord a porté le titre de accord des femmes. Accord des femmes parce que l'arabe, en ce moment, quand il jurait par sa sœur ou sa mère pour une chose, il la respecte. C'est pourquoi ce premier écrit, ce premier serment, entre les gens qui sont venus de Médine en cachette et qui ont rencontré en cachette le prophète, c'est ce qui a fondé le départ du prophète en temps opportun pour, n'est-ce pas, Médine. Beaucoup ne comprennent pas que le jour où Makkah a été pris et que Makkah est tombé dans l'islam, c'était un jour aussi d'épreuve pour le prophète lui-même. Parce que les gens de Médine ont pensé tout de suite qu'il n'allait pas retourner à Médine. Et dans la répartition de tous ceux qui a eu combien de guerres, ceux de Makkah ont eu plus. Et les Médinois se sont plaints. Et le prophète leur a répondu, laissez-les prendre et vous contentez-vous du prophète qui va partir avec vous et qui va mourir à Médine. Il avait des façons simples de résoudre les problèmes. Mais comme je le dis, après tout ça, il a écrit à tous les chefs religieux, qu'ils soient
qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, quel que soit le bord, il a écrit partout pour leur demander de venir le voir à Médine. Un des premiers venus, c'était celui qui dirigeait l'église de Yémen. Il est venu avec une forte délégation. Bilal les a reçus et il était à la fois protocole et ministre des Affaires étrangères même, peut-on dire. Il allait les recevoir. Ils ont fait exprès, ils sont venus vraiment dans leur parade, dans leur tenue de parade, que l'islam n'avait pas en ce moment d'ailleurs. Et arrivés chez le prophète, ils se sont assis. À peine le prophète commence à parler, parce que c'était pour les amener à adhérer à l'islam. Tout de suite, ils ont dit, c'est le temps pour nous d'aller faire notre culte. Mais ici, il n'y a pas d'église. Comment faire? Le prophète a dit, allez à la mosquée. C'est la mosquée qui était encore là, qu'on appelait la mosquée des deux Qibla. Il dit, allez-y. Et vous allez prier là-bas, vous faites votre culte là-bas. Voilà comment le monothéisme s'est affaibli. C'est parce que ce n'était pas que par des guerres, c'était par des actions mûrement réfléchies. La signature du premier accord, quand le prophète a voulu faire son retour, avant même que la Mecque ne tombât, c'était leur retour pour faire le premier pèlerinage. Et Dieu seul sait, les Mécois qui l'avaient accompagné étaient pressés. Mais quand ils sont arrivés aux Arabes, lui ont envoyé une mission pour lui dire que cette année, il ne peut pas rentrer, mais on lui accorderait de revenir l'année prochaine, à condition qu'un accord soit signé. Rien que la signature de cet accord, tout ce qu'exigeaient les Mécois, le prophète a tout accepté. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, en revenant à nos idoles, ça existait pas seulement en Afrique, mais un peu partout. Mais vous savez, je vais vous dire une vérité toute simple. L'Afrique a eu ces siècles de développement, tout au moins de croissance. Les Dogons du Mali étaient les premiers sur la terre en ce moment pour l'étude des astres. Pourquoi nous nous sommes contentés de nous coloniser entre nous au lieu de penser nous exporter au-delà de notre continent? C'est une question que je pose. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, le Songhai, le Timothée vers les bassins du Congo, tous ceux qu'on a connus comme empire et qui ont eu des moments très flamboyants, mais plutôt c'était de nous faire la guerre les uns contre les autres. Personne n'a pensé aller à l'extérieur. L'Europe, dont on parle aujourd'hui, a colonisé, et d'abord ils se sont colonisés entre eux, et après ils ont colonisé la terre entière. Il n'y a que 5 pays, j'ai souvent dit ça, 5 pays qui ont échappé à la colonisation européenne. Le Japon, la Thaïlande, les 2 Corées et le Libéria. Pour le Libéria, bon, ça ne disait pas son nom, mais c'était une colonisation plutôt par les Américains, parce qu'en réalité, on parlait de libération, mais c'est la société américaine de colonisation qui a libéré les Noirs libérés de l'esclavage pour leur trouver une terre. Et cette terre, ça a été d'abord la Sierra Leone, beaucoup ne le savent pas. Ils sont venus s'installer là. Et après, les Sierra Leonais locaux ont résisté et ils se sont déplacés pour aller vers le Libéria, pour former des condominiums. Ces condominiums n'étaient pas unis, c'était des États séparés, jusqu'à ce que Monrovia ait été choisi et qu'on ait ramené tout cela ensemble. C'est pourquoi le Libéria, on dit qu'il n'a pas été colonisé,
Mais en réalité, voilà la façon dont les Libériens, qu'on appelle les Congos, ont été amenés à quitter le pays pour venir s'installer au Libéria. Donc, dans toutes ces questions, la place de le monothéisme face à nos idoles, mais ceux qui ont cru et qui ont été convaincus, tels que moi, tels que mes parents, on a été convaincus qu'il y avait un Dieu seul et unique. On adorait des objets inanimés. Mais si on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre les autres de, n'est-ce pas, les adopter. Voilà ce que je voudrais dire en réponse à la question de Cissé. Je crois que c'est Cissé qui a posé la question. Non, ce n'est pas M. Cissé, je pense que c'est un M. Fofana, si je ne me trompe pas. Alors, c'est Fofana que je vois là à l'écran? Non, je ne crois pas, non. Bon, enfin, en tout cas, un Fofana que je vois est à côté de Sékou Diawara. Alors, je vous dis très sincèrement que nous avons perdu beaucoup parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas, et jusqu'ici d'ailleurs, dans une grande part, on ne croit pas très souvent ou on ne va pas jusqu'au bout de nos pensées. Ça ne veut pas dire que les monothéistes n'ont pas, ceux qui sont jusqu'à présent dans le syncrétisme, et d'ailleurs ce syncrétisme, il faut aussi en parler, parce qu'aucune religion, même monothéiste, n'est restée totalement immune de nos traditions. J'ai cité ces exemples parfois à des chefs d'État. J'ai dit, les 5 piliers sont les mêmes dans le monde arabe qu'en Afrique. Mais en dehors des 5 piliers, vous trouvez plein de différences au quotidien. Chez nous, aujourd'hui, quand il y a des morts, dans certaines localités encore, on chante les baïtis. Et les baïtis, c'est la transformation des chants et danses qu'on faisait dans la période traditionnelle. Et puisque maintenant, ce sont des gens qui pratiquent l'islam, on a transformé ça en cantique islamique. Mais c'est la survivance du passé. Le syncrétisme religieux est vrai. Tout comme d'ailleurs le syncrétisme démocratique existe. Deux démocraties ne se valent pas au monde quand on part des grands principes, que ce soit la démocratie, que ce soit la séparation des fonctions, que ce soit le respect des droits de l'homme, etc., etc. Alors, les démocraties le pratiquent. Mais au quotidien, il y a des différences entre les démocraties, la démocratie américaine et la démocratie française. Ce n'est pas du tout la même chose au quotidien. La française est différente de l'allemande, qui est différente de la Suisse, qui est différente de la japonaise, etc., etc. Il y a bien de différences. Aux États-Unis, les Mormons, ils existent dans un pays qui est à 20% catholique, mais qui a exigé une certaine unité. Mais les Mormons, ils ne se contentent pas de 4 femmes. Hein. Ils vont jusqu'à 10, 11, 12 femmes. Et qui vivent toutes dans la même maison, bâtie. Parce qu'ils se sont fait immensément d'argent, parce qu'ils ont osé aller dans la partie la plus vierge, la plus difficile, la plus nue des États-Unis. Ils sont allés s'installer là-bas. Et grâce à l'entraide entre eux, ils ont pu créer des fortunes et ils font partie aujourd'hui des plus fortunés, à tel point qu'ils aspirent maintenant à être président des États-Unis. Mais je crois qu'ils se battront encore pour ça. Avant, quand vous aviez un jugement, vous étiez frappé par un jugement aux États-Unis, vous êtes poursuivi partout dans les États fédérés, à l'exception de Utah, où existent les Mormons. Parce que quand tu vas là-bas, tu es sous leur protection, c'est fini. Vous voyez que des particularités existent partout. Et ces Mormons sont là-bas aujourd'hui. Vous pouvez vérifier. Et quand je dis bien qu'ils sont polygames à 10 femmes, elles vivent toutes, elles préparent en même temps. Ce sont des familles qui sont riches. Alors, donc, ce sont des particularités qui existent. Mais c'est ce que j'appelle syncrétisme aussi, parce que c'est dans un environnement qui n'adopte même pas la polygamie comme étant un des principes. Alors qu'on leur permet, eux, d'aller au-delà des 4 femmes dont on dit en islam que c'est permis. Moi,
j'ai beaucoup de questions là-dessus, hein. Point d'interrogation. Je vous remercie. Alors, la question suivante, c'est M. Kouyaté Afana qui la pose. Il est de Paris. Il dit: le combat contre les terroristes et intégristes dans la sous-région, on ne peut la gagner que par les armes, ou est-ce qu'il faut peut-être essayer d'autres méthodes? Je crois que comme réponse, il faut négocier quand il faut négocier, mais savoir le bon moment de négocier et combattre quand il faut combattre, mais combattre aussi autrement. Regardez les armées qui se font face. Les États, que ce soit en Afrique de l'ouest à l'est, ou que ce soit en Afghanistan. Et dans les jours qui viennent, on va probablement assister à des évolutions en Afghanistan parce que Joe Biden a décidé, je crois que c'est le mois de septembre, je crois, où les derniers soldats américains vont quitter. Je connais les talibans parce que je couvrais aussi l'Afghanistan, le Tadjikistan, enfin, ce que j'appelais les temps d'Asie, à partir des Nations Unies. J'ai reçu les talibans. Mais je vous assure qu'on est sûr où ils sont superbement intelligents, où ils ne comprendront absolument rien à tout ce que nous faisons de rationnel. Ils sont venus à l'ONU sans savoir ce que c'était. Ils sont venus sans connaître même les principes. Il fallait d'abord leur donner quelques jours d'éducation pour qu'on commence à discuter. Mais le fondement de ces gens, les talibans, généralement on appelle chez nous les talibés, mais ce n'est pas de différence, c'est-à-dire ceux qui sont à l'école coranique. Mais les talibans, c'était d'abord une guerre, pas de religion, mais c'était une guerre de régime politique, de système politique entre l'Union soviétique et les États-Unis. Najibullah, qui était président, a été tué dans l'enceinte même des Nations Unies. Et lui et son jeune frère. Et pendu à un feu de signalisation, les poches remplies de dollars de vrai ou de faux, en tout cas ils ont rempli leurs poches et ils étaient morts. Il n'y a rien eu de plus horrible. C'était vers 4 heures du matin que l'homme me réveilla à New York parce qu'ils étaient partis se confier tardivement, il faut le reconnaître, aux Nations Unies. Et les talibans les ont pourchassés jusqu'à les prendre. Mais à l'époque, le gouvernement de Najibullah était pro-soviétique. Et les Américains qui voulaient construire un pipeline n'ont pas hésité à les soutenir. Les premières armes qu'ils ont utilisées venaient des États-Unis. Hein. Et je vous le dis, au monde, il n'y a pas plus grand imitateur en matière d'armement que les Afghans. Donnez-leur n'importe quelle arme, ils sont capables de copier et vous ne ferez pas la différence entre ce qui est sorti d'usine et ce qui est sorti de leurs mains. Bon, mais on savait que parfois, les grands pays ne règlent que les problèmes du moment sans anticiper sur les conséquences que ça va entraîner. Et les conséquences que ça a entraîné, vous les connaissez. Combien d'Américains sont morts là-bas? Parfois par les armes que les talibans ont reçues par leur intermédiaire dans la guerre Est-Ouest. Donc, les terroristes ont une façon de faire la guerre et les armées n'ont pas cette façon. Comment vous pouvez gagner contre des gens qui sont armés et qui font des embuscades, 2 ou 3 tirs, ils tuent 5, 6, 7 personnes et ils fuient, ils se dispersent. Ils ne portent pas d'armes lourdes.
Eux, ils ne font pas la guerre, eux. Ils viennent pour tuer. Et vous, vous êtes armés de chars, parfois d'hélicoptères d'assaut. Vous pensez être dans le désert, mais ces gens-là savent se cacher même sous le sable. C'est dire que la façon de lutter est absolument importante. Ça, je le dis, je le répète, si un jour on veut venir à bout de certains fondamentalistes, il faut véritablement réadapter notre façon, la façon des États de leur faire la guerre. Vous comptez sur la population, ces populations sont intimidées et sont tuées, c'est leurs victimes. Donc, il ne faut pas trop compter sur ça. Il faut faire la guerre autrement. Dans la guerre au Mozambique, le jour où j'ai dit aux Nations Unies, c'était une de nos réunions du matin, qu'il faut que j'ai le sentiment que la Kama qui dirigeait la Renamo et contre le Frélimo qui était au pouvoir, j'ai dit ça c'est une peine perdue, la guerre va durer longtemps. J'ai dit pourquoi n'essaierons-nous pas d'acheter la paix? Mon Dieu, tout le monde avait les cheveux levés. Acheter la paix, je dis oui, acheter, ce n'est pas la paix qu'on achète, mais c'est comment refonder la Renamo en un mouvement politique, en finançant leurs besoins, pour qu'ils puissent se présenter aux élections et qu'ils deviennent un parti politique. Tout le monde a dit non, y compris mon frère Kofi Annan, qui était chargé des opérations de maintien de la paix. Après, le secrétaire général m'a appelé, Boutros Ghali. Il m'a dit, tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Je veux qu'on en discute. Et on en a discuté. Et il a compris, il m'a compris. Il dit, mais on va demander cet argent à qui? Les Américains, ils ne nous donneront pas. Les Français, ils ne nous donneront pas. Tous ces membres du Conseil de sécurité ne nous donneront pas. Qui tu vois? Je lui ai répondu ceci. En Somalie, j'ai vu une haine monter entre les armées italiennes et américaines. Et malheureusement, l'Italie a perdu la face. Il faut faire appel à eux. Trouver d'abord un représentant au Mozambique qui soit italien et suffisamment connu. Et deuxièmement, ils n'ont qu'à nous financer pour qu'on puisse changer la Renamo en parti politique. Ainsi dit, ainsi fait, il a accepté. Et Aldo Ayelo, qui était, je crois, à l'époque dans l'île de Toussaint Louverture, là, comment ça s'appelle? Dans une île américaine là-bas. Il était là-bas et je l'ai appelé, c'était un ami. Je lui ai demandé, il faut venir me voir à New York. Il est venu, on a parlé. Je lui ai fait la proposition de l'envoyer comme représentant permanent du secrétaire général, représentant spécial du secrétaire général pour le Mozambique. Il m'a dit, mon Dieu, j'ai dit oui, et ce n'est pas tout. Il faut nous aider d'abord pour que l'Italie nous donne l'argent pour que tu puisses réussir. Il dit, ah bon? Je dis oui, à transformer la Renamo en parti politique. L'Italie, en acceptant, nous dit, je ne donne pas à la Renamo, je ne donne même pas au Mozambique, je vous donne l'argent à vous. Et ne me dites pas que je ne vous ai pas aidé, et ne me dites pas qu'on vous l'a donné pour faire ce schéma qui est tout à fait particulier. Il nous a envoyé cet argent. Et puis aux Nations Unies, tout argent qui vient de l'extérieur et qui est donné aux Nations Unies, il y a au moins à l'époque 12% qui sont prélevés par le service de l'administration, qui était dirigé par un ami à moi qui s'appelle Connor, un Américain. C'était la haute administration qui avait un regard sur nos finances. Et quand la première fois j'en ai parlé avec Connor, je lui ai dit, écoute, je suis dans un problème. Voilà ce que j'ai dit l'autre jour, et vous avez tous eu les cheveux hérissés, mais on va le faire.
et l'argent que l'Italie vient de nous donner, c'est pour cette fin. Il dit oui, qu'il le sait. On lui a dit, mais il faut qu'il prélève les 12%. J'ai dit, vous le faites, ça ne servira à rien, ils vont refuser. Ils savent déjà le montant. Par qui, je ne sais pas. Je dis donc, accepter de prélever symboliquement 1% pour respecter les règles. Et un monsieur qui est très bien, il l'a accepté. Et c'est ainsi que cet argent était envoyé, pas tous en même temps, mais au fur et à mesure qu'il désarmait. C'est ce jour que j'ai compris que ceux qui n'ont que 100 personnes dans une rébellion armée, en réalité, ils vont comprendre qu'ils sont 2000 ou 3000 ou 4000. Mais quand arrive le moment du désarmement, contrôlez partout, vous ne trouverez pas plus de 100 qui font tant de dégâts. C'est la même chose entre les terroristes et nos armées classiques. Ceux qu'on croit être nombreux, ils ne le sont pas. Et j'avoue que j'ai connu un rebelle de guerre quelque part qui m'a dit, Monsieur le Président, le jour où on a commencé la rébellion, il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, on était, quand le jour où vous commencez à faire la rébellion, si vous comptez sur 100, soyez sûr que vous n'aurez pas plus de 50. Et les autres résistent. Alors, il y a trop de choses là-dedans qui ne sont pas à la portée de tous. Mais comme je le dis, quand il faut négocier, il faut négocier en s'assurant que les résultats de la négociation ne seront pas pour encore perpétuer la guerre. Parce que ce qu'on négocie, ce qu'on leur donne comme argent, très souvent, on ne leur donne pas de matériel, cet argent-là, ils les utilisent pour acheter des armements. Et puisque ceux-mêmes qui les combattent sont les vendeurs d'armes, alors vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est dire que c'est difficile. Nul n'a la vertu d'une solution rapide à ces questions, mais en définitive, une chose a été bien dans tout ça, que l'État islamique qui avait été créé par al-Baghdadi n'ait pas survécu, n'ait pas existé, qu'il a été effacé, je crois que ça a été une victoire majeure. Si cet État avait perduré et s'il s'était enraciné, ils allaient avoir d'autres États. Et ça allait être un moment très grave pour l'humanité. On n'allait pas être dans des attaques sporadiques, mais purement et simplement la formation d'un État djihadiste que Ben Laden n'a pas pu, que al-Baghdadi n'a pas pu, et que les États ont très bien fait là de faire la guerre, y compris au prix, n'est-ce pas, d'une destruction totale. Je ne sais pas si Afana a été satisfait. En tout cas, c'est ce que m'inspire la question qu'il a posée.